Bonsoir tout le monde, merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour le lancement du livre de Guillaume Etiévant, Autogestion générale. Donc merci beaucoup d'être là, merci à la librairie Le Merle-Moqueur de nous accueillir pour ce lancement. Donc ce livre, il est publié dans le cadre de la collection Frustration X, les liens qui libèrent. Donc il y a une collection qu'on a fondée en fait il y a moins d'un an. Et donc qui a vocation à faire des livres qui diffusent les idées qui sont les nôtres à Frustration Magazine, donc des idées anticapitalistes, féministes, antiracistes, avec notre style, c'est-à-dire des livres accessibles vraiment au grand public, et puis cash, qui disent les choses telles qu'elles sont. Et donc Guillaume, juste à côté de moi, a écrit ce genre de livre. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Donc on va faire une petite présentation entre nous pendant une petite quarantaine de minutes, et ensuite vous aurez droit aux questions, parce que vous verrez que ce que dit Guillaume soulève énormément de questions, et je suis sûr que vous en aurez beaucoup. Donc merci à tous. Alors, Guillaume, il se trouve que, je ne sais pas si tu l'as en tête, mais on s'est rencontrés il y a tout pile 10 ans, en 2016. C'était à l'époque les mobilisations contre la loi travail. C'était une loi promulguée par un gouvernement dit socialiste. Et il y avait un intense mouvement social. Et dans ce cadre, moi, à l'époque, qui était un doctorant décrocheur scolaire de la Sorbonne, j'avais organisé une sorte de réunion publique sur si nous ne voulons pas de la loi de travail, que voulons-nous ? Et tu étais venu, alors pas du tout comme Frustration Magazine, à l'époque on ne se connaissait pas, mais comme co-responsable du programme économique du Parti de gauche. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, le Parti de gauche, c'est l'ancêtre de la France insoumise. Donc tu avais ce titre-là et tu as déroulé quelque chose de très intéressant, qui est précisément le sujet du livre, c'est que tu disais il y a possibilité d'un socialisme qui soit autogestionnaire et anti-autoritaire. Et à un moment où on se disait c'est soit le libre-échange, soit un État fort, qui sont un peu souvent les alternatives auxquelles on pense, soit le privé, soit le public, cette perspective, elle était particulièrement intéressante et particulièrement réjouissante. Ce que je dirais ensuite pour te présenter, c'est que on a continué de se voir plus tard, parce que tu étais aussi expert pour les CSE, les comités socio-économiques. À l'époque, ça s'appelait les comités d'entreprise. Expert donc sur les finances des entreprises. Tu interviens d'ailleurs toujours à mi-temps, tu fais ça pour du coup le compte des CSE, souvent des syndicats, pour contre-expertiser des projets de réorganisation ou des plans de licenciement. Et donc c'est aussi de là dont tu parles, et c'est de là dont vient ton expertise de comment fonctionnent les entreprises privées et donc comment on peut les changer. Et donc autogestion générale, tout est un peu dans le titre, c'est comment on socialise l'économie, comment on sort du capitalisme. Donc souvent, on a beaucoup de slogans, il faut en finir avec le capitalisme, etc. On dit aussi qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. On va faire en sorte ce soir qu'il soit plus facile d'imaginer la fin du capitalisme que la fin du monde, parce que pour ce qui est de la fin du monde, on est plutôt bien nourri. Je vais commencer par une première question. Tout simplement, pourquoi ça t'a semblé important d'écrire ce livre ? Et est-ce que les propositions existantes, celles qui sont sur la table, pourquoi te semblaient-elles insuffisantes ? Merci Nicolas pour cette présentation et pour ton enthousiasme pour cette proposition d'autogestion des entreprises. Depuis pas mal d'années que je travaille sur le sujet. J'en profite pour remercier aussi toute l'équipe de Frustration Magazine et puis mes éditeurs, Les Liens qui libèrent, pour leur volontarisme sur ce sujet, pour publier un livre tel que celui-ci. Alors, pourquoi l'écrire ? Effectivement, il y a déjà des propositions existantes de sortie du capitalisme. Faut distinguer les propositions qui peuvent être faites par les partis politiques ou par les syndicats, et puis des propositions qui peuvent être faites par des intellectuels dans le milieu universitaire ou dans le milieu militant. Ce sont des choses très distinctes. Du côté des partis politiques et des syndicats, on entend souvent le mot d'ordre de sortie du capitalisme, mais finalement, il n'y a pas souvent grand-chose derrière, c'est assez abstrait. C'est un passage obligé de mettre ça dans un programme politique ou syndical, mais finalement, on ne sait pas trop tout ce qu'il y a derrière, ou quand il y a quelque chose derrière, c'est la nationalisation des entreprises. Et en général, l'idée, c'est qu'on va nationaliser des grands secteurs de l'économie, et dans certains programmes, pas tous, une fois qu'on les a nationalisés, on va donner le pouvoir aux salariés qui composent ces entreprises. Bon. On a vu dans l'histoire que ça n'arrive jamais, et qu'en réalité, quand on nationalise, on ne fait que remplacer une exploitation par une autre, et que l'État engrange des dividendes comme n'importe quelle entreprise privée, et finalement on est exploité par l'État au lieu d'être exploité par les entreprises privées.
l'émancipation du travail n'est pas là. Or, ça doit être l'objectif, à mon sens, c'est de partir des conditions de travail concrètes des gens et d'essayer de les libérer de cette oppression quotidienne qu'ils connaissent au travail. Les nationalisations ne le permettent pas. Donc au niveau politique et syndical, je résume, mais globalement on en est à peu près là depuis des décennies maintenant, alors que la sphère intellectuelle propose pas mal de choses, hein, dont je parle dans le livre. Il y a à la fois des propositions de modification de la gouvernance des entreprises, en donnant plus de pouvoir aux salariés directement. Donc il y a les travaux de Thomas Piketty, d'Isabelle Ferreira, de François Morin, etc. Il y en a beaucoup d'autres. J'en cite quelques-uns dans le livre. Et puis vous en avez d'autres qui, eux, s'attaquent concrètement à la propriété lucrative du capital, ce que ne font, à mon avis, pas suffisamment les auteurs que je viens de citer. Et vous en avez d'autres, comme Bernard Friot, comme Emmanuel Docques, qui, eux, s'attaquent à la rémunération du capital en tant que tel. C'est-à-dire pas uniquement au pouvoir des actionnaires, mais au fait même que dans le capitalisme, on rémunère le capital qui est investi. Ce que moi, je voulais apporter par rapport à ça, et on y reviendra, hein, c'est s'inspirer de beaucoup d'expériences du monde ouvrier qui sont oubliées aujourd'hui, qui ont été ignorées par toute une partie de la gauche, qui permettent de réfléchir à un processus de socialisation progressive qui, comme tu le disais, serait non autoritaire. L'idée, c'est pas de remplacer un système par un autre de manière mécanique, c'est de réfléchir à une transition progressive qui est pour but, comme je le disais, d'émanciper le travail. Et c'est pas toujours ce qui apparaît le plus dans les différentes idées que je viens de citer. Donc ça me paraissait important de travailler là-dessus, sur l'organisation du travail concrètement qu'on pourrait avoir avec des entreprises émancipées du capitalisme. Merci pour cette belle entrée en matière. En me relisant, je me rends compte que j'ai oublié un détail biographique important, c'est que tu es co-rédacteur en chef de Frustration Magazine. Bah oui, quand même, ça occupe toute une partie de ton temps. Et en plus, tu es conséquent par rapport à ton propos, parce que Frustration Magazine, c'est une association, mais qui vise un fonctionnement autogestionnaire. Et dans ce cadre, tu y participes pleinement en étant un peu la personne responsable financièrement du groupe, en nous rappelant toujours comment avoir une gestion réaliste. Et oui, tu as ce rôle. Mais voilà, c'est pour dire aussi d'où tu parles et dans quel cadre s'est inscrit ton travail. C'est bien le cadre de notre réflexion générale de Frustration Magazine, comment on transforme la société et comment on transforme la société de façon non autoritaire, quoi. C'est-à-dire pas remplacer une classe dominante par une autre, puisque ça a déjà été fait et c'était pas ouf, mais on va y revenir. Alors, tu parlais d'une histoire oubliée de la socialisation des moyens de production. Est-ce que tu peux nous donner deux exemples historiques qui te semblent particulièrement précieux pour pouvoir imaginer la possibilité d'application d'un tel programme, avant qu'on aille dans le détail du dit programme? Oui, alors effectivement, je cite plusieurs exemples dans le livre, toujours de manière synthétique, hein, vous inquiétez pas, c'est pas un pensum, c'est pas du tout un travail, justement, c'est pas un travail d'universitaire, hein, je suis pas historien. L'idée, c'est d'essayer de saisir les éléments principaux, à mon avis, de différentes expériences qui ont été oubliées par la gauche pour différentes raisons. Au cours du XXe siècle, la domination de l'URSS et des partis communistes dans les différents pays européens ont complètement empêcher l'expression d'autres idées révolutionnaires. On pourra y revenir. Et puis après, de toute manière, la pente des partis de gauche sociodémocrates dans les différents pays ont fait que de toute manière, ces idées-là et cette histoire-là ne pouvaient plus réellement apparaître. Alors, il y en a de deux grands types, effectivement, puisque cette socialisation progressive, je la vois comme un double mouvement. Un mouvement de lutte dans les entreprises, avec des salariés qui, dans leur mobilisation, essaieraient de gagner du pouvoir dans les entreprises, ce qui aujourd'hui est quelque chose qui a beaucoup disparu, c'est-à-dire dans les revendications qu'ont les syndicats dans les grands mouvements sociaux nationaux ou dans les entreprises, ça va être se battre pour l'augmentation des salaires, pour s'opposer au licenciement, contre une énième réforme des retraites, etc. Donc, ce qui est très bien, et il faut évidemment continuer à le faire.
Mais la bataille pour obtenir du pouvoir, c'est-à-dire pour faire en sorte que ce soit les salariés qui pilotent les entreprises, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est qui décide dans les entreprises, sinon on ne pourra jamais stopper l'exploitation et même pas l'atténuer en fait, en réalité. Et donc l'idée c'est en fait de remettre en avant un certain nombre de luttes où c'est arrivé, c'est-à-dire où des salariés ont réussi à se réapproprier des entreprises. L'exemple le plus frappant, je pense, dont je parle dans le livre, c'est l'Espagne des années 30, avec dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies, les ouvriers qui avaient réussi à se réapproprier les mines et à les diriger, dans une lutte contre leur patronat, mais également contre le fascisme en germe dans le pays. Un peu plus tard, en Catalogne, un grand nombre de très grandes villes ont été intégralement en autogestion. Donc en particulier Barcelone en 1936. Donc ça c'est George Orwell qui raconte ça, notamment dans Hommage à la Catalogne, que je vous invite à lire, qui est absolument passionnant. On voit toute une ville qui est intégralement en autogestion. Les patrons sont complètement expropriés dans l'ensemble des sphères de la vie, des entreprises, des cinémas, des transports publics, l'ensemble des... Tout est en autogestion, même si le terme n'existe pas à l'époque, parce que le terme autogestion, c'est une traduction du yougoslave dans les années 50, issu de l'autogestion en Yougoslavie à l'époque. Mais moi, je l'emploie volontairement, ce terme, parce que l'autogestion, c'est quoi ? C'est le pouvoir des salariés dans les entreprises. Ce sont les salariés qui se réapproprient l'entreprise et qui se mettent à décider. Et ça, on le voit à plein de moments de l'histoire, bien avant que le terme autogestion apparaisse. On pourra revenir sur le choix des mots qu'on emploie, c'est important pour nous à Frustration. Donc il y a cet exemple-là de l'Espagne, il y en a d'autres sur ces luttes qui ont réussi à émanciper le travail. L'idée, c'est pas de dire que comme ça, du jour au lendemain, on va faire la même chose en France ou ailleurs en Europe, mais c'est de montrer que cette dynamique, elle existe en fait. Elle existe et elle a été étouffée. Elle a été étouffée historiquement par les partis staliniens, par les syndicats organisés. Je parlais de la Catalogne, c'est les partis communistes qui ont liquidé le mouvement, c'est pas le fascisme. Et donc, il y a cette dynamique qui a été sans arrêt étouffée, mais ce potentiel-là, je pense qu'il existe toujours. Et il pourrait se réveiller en France ou ailleurs. Mais cette dynamique ne suffira pas, parce qu'évidemment, on ne va pas du jour au lendemain, même s'il y a quelques luttes victorieuses, on ne va pas du jour au lendemain pouvoir généraliser l'autogestion. Or, c'est bien le projet que je propose, c'est l'autogestion générale, c'est-à-dire l'autogestion non pas d'un point de vue purement local, niche de l'économie dans quelques entreprises comme ça peut déjà exister aujourd'hui, mais une généralisation de cette dynamique autogestionnaire. Et pour ça, on ne va pas se le cacher, à un moment donné, il faudra des lois. Il faudra bien qu'un pouvoir politique mette en œuvre des lois qui seraient poussées en fait par la dynamique que j'essaye d'esquisser dans le livre. Évidemment, sinon jamais un pouvoir politique ne va le faire, et on le voit aujourd'hui dans les programmes politiques, ce que je raconte là n'existe pas du tout, de toute manière. Donc il n'y a que la mobilisation qui pourra pousser un pouvoir à aller dans ce sens. Et pour aller dans ce sens, l'idée, ce serait une loi de socialisation progressive des entreprises, sur laquelle je reviendrai plus dans le détail dans le suite de la discussion, mais qui s'inspire notamment, et ce sera mon deuxième exemple, de ce qui a été fait en Suède dans les années 70. Donc ça, c'est le plan Meidner-Hedborg. Donc à l'époque, c'est toute une frange du Parti social-démocrate qui était au pouvoir et du principal syndicat du pays, qui a envisagé de mettre en œuvre, mais ça a été très loin, les textes étaient rédigés, finalement ça a été vidé de sa substance à cause de l'opposition farouche du patronat, mais en tout cas, le projet existe et on peut s'en inspirer, et je m'en inspire dans le livre. Et il visait, en résumé, à ce que chaque année, une partie du profit qui est généré par les entreprises, quand je dis par les entreprises, par le travail des salariés qui composent cette entreprise, c'est bien le sujet, et bien une partie de ce profit, plutôt que d'être intégralement accaparé par les actionnaires, comme c'était le cas à l'époque et que c'est encore le cas aujourd'hui, les actionnaires se partagent le profit généré par le travail dans les entreprises. Il y a le profit qu'ils laissent dans l'entreprise, mais c'est leur entreprise, donc c'est à eux, et le profit qu'ils se versent directement en dividendes, c'est-à-dire dans leur compte bancaire. Ce sont les deux poches de l'actionnaire. Il détient l'intégralité de ce profit généré par le travail. L'idée, à l'époque, c'était de dire, comme le travail génère cette valeur et ce profit, il faut que chaque année, une partie de ce profit soit propriété du travail.
Mais ce qui était intéressant, c'est que l'idée, c'était pas que ça donne lieu à une rémunération individuelle des personnes, des travailleurs, parce que sinon on étend finalement la logique capitaliste à l'ensemble des travailleurs, comme les mécanismes qu'on a aujourd'hui en France, comme l'intéressement et la participation que vous avez peut-être dans vos entreprises. Non, l'idée, c'était que cette partie du capital qui était du coup détenue progressivement par les travailleurs chaque année, au fur et à mesure que du profit était généré par l'entreprise, ça donne du pouvoir. Donc dans ce modèle-là, c'était 20% en fait, du profit chaque année qui était propriété des syndicats. Et donc, ce capital grossissant chaque année, eh bien, petit à petit, ils avaient de plus en plus de pouvoir. Donc il y a cette logique-là qui est assez fondamentale. Et voilà, le plan Meitner-Edborg est assez fondamental dans mon analyse. Et du coup, je vais te demander, effectivement, dans ton livre, tu esquisses ce que pourrait être cette proposition de socialisation progressive, mais quand même assez radicale de l'économie. Moi, la question que je vais te poser, c'est un peu de nous pitcher ça, c'est-à-dire, vas-y, à quoi ça ressemble pour que ça nous fasse envie, et puis, combien de temps ça va prendre, parce que je pense qu'on est beaucoup ici à pas avoir le time et on se dit on a envie d'y aller, quoi. Mais tout à l'heure en coulisses, Guillaume m'a dit que ça pouvait prendre énormément de temps. J'étais un peu déçu, donc n'hésite pas à nous faire la version accélérée, un peu genre si on s'y met tous ensemble, est-ce qu'on pourra pas accélérer le truc? Mais je veux pas te forcer à faire un plan en 2 ans, même si 2 ans, moi je serais assez content. C'est déjà long. Alors, le plan que j'évoquais en Suède avait simulé, en fait, sur combien d'années il faudrait pour socialiser intégralement l'économie. Je rappelle que c'était des sociodémocrates, donc ce n'était pas la même social-démocratie que celle qu'on connaît, malheureusement, aujourd'hui. Ils avaient fait un plan, des simulations, et donc, à l'époque, dans leurs simulations, en 30 ans, les syndicats auraient détenu à peu près 45% du capital des entreprises du pays et une dizaine d'années de plus, et ils étaient majoritaires dans l'économie. Donc c'était ça le projet, c'était vraiment un travail pour rendre les syndicats propriétaires des entreprises dans le pays. Alors après, par contre, moi je ne ferai pas de prédiction et je ne ferai pas un prévisionnel sur plusieurs années comme ça, parce que bien évidemment, alors c'est intéressant économiquement de faire des simulations. Dans le bouquin, ce que j'ai préféré faire, c'est donner un exemple concret d'entreprise, imaginaire bien sûr, mais correspond à des choses évidemment cohérentes, et voir si dans une entreprise, on mettait en place le système que je propose, au bout de combien d'années elle serait finalement socialisée. Mais on ne peut pas le faire à l'échelle de l'économie, parce qu'évidemment, on pourra y revenir peut-être. Un projet tel que celui auquel je réfléchis va s'affronter à d'énormément de blocages, d'autant plus que le plan Meitner-Edborg dont je parle, c'était une période où la mondialisation était déjà là, évidemment, mais on n'était pas dans une mondialisation aussi financière et néolibérale que celle qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas une Union européenne qui bloque toute réforme sociale dans tous les pays qui la composent. Donc on a plein de difficultés, plein de freins à cette dynamique qui font que toute logique un peu mécanique finalement, à mon avis, n'est pas crédible. Et moi, je ne souhaite pas, justement, je ne souhaite pas présenter un plan qui solutionnerait tout. Parce qu'en fait, ça ne marche jamais. Il n'y a aucun plan qui solutionne tout. Et dans l'histoire, on a bien vu que ceux qui prétendaient remplacer le système capitaliste par un autre, qui aurait été parfaitement pensé, etc., par des intellectuels de parti, finalement, pour la population, c'était une catastrophe. Donc en fait, on ne peut pas penser des plans comme ça, parce qu'il y a à la fois des blocages du système politique, patronal, financier, etc. Et puis il faut faire avec la population elle-même, c'est elle qui décidera. Et c'est toute l'idée du processus que je propose. C'est pas un plan, c'est un processus justement qui vise par ce type de lutte. Quand je dis ce type de lutte, mon idée première, objectif peut-être atteignable, comme je le disais un peu en introduction, c'est qu'au moins la revendication d'une augmentation du pouvoir des salariés dans les entreprises jusqu'à l'autogestion revienne dans le mouvement syndical et politique. Donc déjà ça, pour moi, ce serait un premier pas, que déjà on obtienne ça, ce qui était le cas dans les années 60-70 en France, où la revendication autogestionnaire, ça n'était pas juste pour faire quelques coopératives, LIP, etc. C'était l'autogestion pour sortir du capitalisme. C'était ça le projet. C'était l'autogestion pour l'ensemble de la société, avec cette conviction qu'il faut partir de la réalité concrète de ce que vivent les gens au travail et essayer d'améliorer ça.
et que pour l'améliorer, il faut qu'il décide. C'était central dans le mouvement syndical et politique en France. Ça a complètement disparu à partir des années 80, puisque le PS arrivant au pouvoir, il y a eu un choix des différents syndicats de se dire on va plutôt, vu qu'on dirige nationalement, on va plutôt essayer de peser sur ce pouvoir et de mettre en œuvre des politiques nationales, plutôt que de continuer à se battre dans chaque entreprise pour essayer d'émanciper le travail. Donc moi, c'est ce processus-là de dire, par cette mise en avant de certaines luttes, par des propositions de réformes concrètes, essayer de faire intégrer l'idée qu'il n'est absolument pas normal que, alors que la valeur est créée par le travail humain, cette valeur vienne intégralement être propriété d'actionnaires qui ne travaillent pas, qui en général ne financent pas l'économie. Je donne quelques chiffres dans le livre. Si on prend les entreprises du CAC 40, les actionnaires tirent plus de dividendes de ces entreprises qu'ils ne mettent d'argent dedans. Donc les actionnaires des grands groupes sont un coût pour la société, ils ne financent absolument rien. Et donc on ne peut pas rester dans cette situation-là. Et je pense qu'en proposant des choses un peu concrètes, en rappelant une certaine histoire, on peut peut-être modestement contribuer à ce que les consciences évoluent un petit peu sur ces sujets-là. Donc moi, voilà, modestement, c'est ça l'objet. Après, voilà, si des partis peuvent s'en inspirer et potentiellement accéder au pouvoir, là, ce sera autre chose. Et évidemment, je le souhaite à 200%. Et on va finir là-dessus notre discussion à nous. En fait, bon, là, ce que tu décris, c'est ce que beaucoup de gens appellent le socialisme ou le communisme. Voilà, disons les choses. C'est-à-dire la fin de la division entre le capital et le travail. Mais il y a beaucoup de gens actuellement qui se réclament du socialisme ou du communisme qui ne parlent plus jamais de ça. Mais du coup, pour finir, c'est un peu la question du comment. Bon, déjà, on voit bien ta démarche, c'est d'insuffler cette possibilité-là et qu'en fait, on se la réapproprie, parce que ça a été trop absent du discours. Mais là, dans le contexte qui est le nôtre, il y a deux paramètres que tu mobilises. Il y a la question syndicale, ou en tout cas de l'organisation des travailleuses et des travailleurs. On peut s'organiser sans syndicat, c'est possible aussi, mais il se trouve que c'est d'abord à ça qu'on pense. Et les partis, ou le parti capable de mettre ça en œuvre. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Il y a une gauche actuellement qui se dit de rupture, etc., qui pour nous se distingue fondamentalement d'autres types de gauche qui se disent d'ailleurs souvent abusivement social-démocrates, donc la France insoumise. Et il se trouve que toi et moi, c'est deux trucs qu'on connaît bien, les syndicats français et la France insoumise. Et en fait, souvent on parle à la fois de la nécessité, nous, Frustration, à la fois on défend la nécessité, il faut qu'il y ait des syndicats, il faut qu'il y ait une France insoumise en fait, parce que sans ça on reculerait de 30 ans, très vite. Si vous faites une expérience de pensée, vous éliminez les syndicats français malgré tous leurs défauts, en fait le patronat il prend tout ce qu'il peut prendre, et vous éliminez la France insoumise du paysage politique, et il n'y aura plus de défense ne serait-ce que de la Palestine ou de dénonciation d'un génocide en France. On en est quand même quasiment là. Et pour autant, on est insatisfait de certaines choses, et notamment de l'abandon de l'ambition de socialisation de l'économie. Donc très rapidement, toi, comment tu vois ton influence vis-à-vis de ces deux, ou notre influence, nous qui tentons d'insuffler ces idées vis-à-vis de ces deux institutions, donc d'un côté les syndicats, certains syndicats, et de l'autre par exemple la France insoumise qui se prépare pour une élection présidentielle. Merci, donc oui, vaste question. Sur les syndicats, je pense que effectivement là on est dans une période qui est très compliquée, mais ça sert à rien d'être défaitiste de toute manière. Donc faut essayer de faire bouger les choses. Les syndicats, c'est pas un bloc de toute manière. Donc on a souvent la vision des syndicats tels qu'on les voit à la télévision quand il y a des grands mouvements nationaux, des grands mouvements de grève ou des grandes manifestations, etc. Qu'on voit les dirigeants nationaux et on voit ce qu'ils peuvent raconter, et souvent c'est malheureusement pas terrible. Mais en fait, les syndicats, c'est surtout les salariés organisés dans les entreprises. Et là, il y a une diversité de positionnement de ces salariés qui est très large, et même après dans l'organisation des syndicats, entre les fédérations, selon les différents secteurs d'activité, etc., il y a des positionnements qui sont très différents. Et donc voilà, c'est pas un bloc, les syndicats, et je pense qu'il y a beaucoup de ressources en leur sein pour avancer vers ce qu'on propose. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, ça a été le cas de toute une histoire syndicale pendant longtemps dans ce pays, donc ça peut revenir, mais il faut le mettre sur la table à un moment donné.
Donc, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, si on ne parle jamais de ces sujets-là, ça risque pas de changer. Donc l'idée avec Frustration et ce bouquin, c'est de mettre ça sur la table, ce genre de questions, la socialisation du capital des entreprises notamment, la question du travail, remettre au cœur la question du travail comme je le disais, et ça me paraît atteignable, en tout cas je l'espère, mais on peut y travailler sérieusement. Côté politique, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que nous, à Frustration, on peut parfois être assez critique de certains projets de la France Insoumise ou de certains positionnements. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter tout cela d'un bloc. Au contraire, on sait que les périodes de campagne présidentielle comme celle qui commence, ça peut être des moments vraiment de conscientisation d'une partie de la population, parce qu'il y a des sujets qui vont être mis en avant. On sait qu'il y a beaucoup d'espoir derrière. Alors souvent déçus, malheureusement, mais on ne va pas non plus faire les rabat-joie et dire « Ah non, de toute manière, il ne va rien se passer, on est sûr de perdre, et donc on regarde complètement ailleurs ». Il faut à la fois ne pas être obsédé par ces élections, ça c'est le problème de ces parenthèses présidentielles, on ne pense qu'à ça, et on oublie un peu tout le reste, et toutes les luttes sociales qu'il peut y avoir à ce moment-là, notamment. Donc il ne faut pas être obsédé par ces élections, il ne faut pas les ignorer non plus. Voilà, il faut essayer d'articuler des luttes qui n'ont pas besoin de ces élections et en même temps regarder ce qui s'y passe et potentiellement peser sur les programmes politiques qui sont défendus. Enfin, je veux dire, si à un moment donné, la France Insoumise pouvait mettre dans son programme des éléments de véritable rupture avec le capitalisme, je pense que ce serait mieux pour tout le monde, pour la cause qu'on défend, quoi qu'il se passe à l'élection finalement. Donc moi, ça me paraît bien d'œuvrer à ça. Je commence à avoir des invitations de groupements de LFI dans différentes villes qui vont m'inviter à discuter. Il y a certains députés LFI dont je sais qu'ils sont plutôt ouverts sur ces questions-là, puisque comme tu l'as rappelé, ayant moi-même été à une époque à la direction du parti de gauche avec eux, je les connais bien, je crois m'être fâché avec personne, même si j'ai arrêté la politique, et donc on peut discuter, donc il faut mettre ça sur la table, mais c'est vrai qu'on revient d'assez loin, puisque, et c'est pour ça que parfois on est critique, si vous nous lisez, de certains points de la France Insoumise, puisque la lutte contre le capitalisme perd beaucoup de terrain au sein de la LFI, je trouve. Et aujourd'hui, on est dans une... Quand je dis la lutte contre le capitalisme, ça fait un peu abstrait, mais c'est tel que je l'envisage depuis le début de cet échange, c'est-à-dire la centralité du travail, et donc la centralité de l'exploitation capitaliste du travail, qui finalement, quand on est exploité au quotidien au travail, on passe la majorité de notre temps dans une semaine, le temps éveillé en tout cas au travail, on est exploité au travail, et on est exploité en fait dans l'ensemble de notre sphère de la vie quotidienne, parce que cette exploitation, elle s'étend à tous les moments de la vie, et puis elle est accentuée par toutes les autres exploitations, qui ne sont pas que capitalistes, évidemment, le racisme, le sexisme, etc. Et donc, la centralité du travail, à mon avis, importante, et comme le disait récemment Frédéric Lordon, je partage tout à fait son point là-dessus, parler de ça lors d'une élection présidentielle, je pense que ça peut convaincre beaucoup de gens, parce que c'est ce qu'on vit tous au quotidien. Or, on ne voit quasiment jamais de responsables politiques, de quelque parti que ce soit, vraiment consacrer du temps à la question du travail. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu de pire en pire, notamment avec la domination de ces grands groupes multinationaux, les GAFA, etc. On a l'impression un peu d'une abstraction, comme quand on parlait de la finance il y a une dizaine d'années, c'était la lutte contre la finance, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Voilà, maintenant c'est les Google, etc. On a l'impression que finalement, l'exploitation du quotidien dans n'importe quelle entreprise n'existe plus vraiment. Et je pense que ce tournant-là, il faut vraiment s'y opposer. C'est-à-dire le nerf de la guerre, c'est l'exploitation de chaque salarié. Et quand je dis salariés, c'est y compris évidemment les sous-traitants, etc., les intérimaires, les auto-entrepreneurs, voilà, qui sont du salariat déguisé. C'est l'exploitation de chacun et chacune dans son entreprise, dans son association, dans son service public. C'est cette exploitation-là avec laquelle il faut rompre. Je veux dire qu'on soit dans une toute petite entreprise ou dans un immense groupe, il faut partir de ce nœud-là. Et c'est en arrivant
à résoudre ce problème-là, mais c'est la lourde tâche dont on parle depuis tout à l'heure, si on arrive à résoudre ce problème-là, on tirera le fil. Et après, l'exploitation des financiers et des grands groupes, elle tombera, puisque sa source, c'est l'exploitation du travail. Donc ça, je pense qu'il faut, en tout cas c'est mon point de vue, je pense qu'il faut matraquer ça. Et donc tout ce qu'on pourra faire à travers des livres, des vidéos, des soirées comme ici, Frustration Magazine, pour le dire encore et encore, et ben, si on arrive à convaincre tant au niveau syndical que politique, ce sera tant mieux, ce sera déjà ça de gagner. Eh bien, merci beaucoup Guillaume, c'était très clair, merci. Bon, moi j'ai trouvé que ça faisait envie, du coup, bravo. J'espère que vous aussi, et j'espère, voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc les personnes qui ont des questions, on va faire passer un petit micro ici pour que David, que je remercie au passage pour la capta qui, vous verrez, va être magnifique, que vous pourrez envoyer à vos cousins, cousines, amis, beaux-frères, agents immobiliers, etc. Voilà, donc pour qu'ils puissent vous enregistrer, il ne faut pas hésiter à venir parler dans le micro. Donc n'hésitez pas, en faisant attention à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui parlent à peu près. Bonsoir à tous et premièrement, merci pour cet exposé là sur le livre de Guillaume, l'autogestion générale. J'avais 2 points. Un premier point, ce que tu as dit, ce que tu as expliqué par rapport à l'autogestion, ça m'a fait penser à, peut-être que je me trompe, à Jean Jaurès, avec ce concept de socialisation des moyens de production. Lui aussi préconisait, il n'employait pas le terme autogestion. Alors je ne sais pas si tu avais ce point ou tu as repris aussi ce point. Voilà, ça c'est une première chose. Et la question c'est, imaginons que demain, un parti favorable à l'autogestion arrive au pouvoir. J'ai du mal à voir, avec toutes les structures capitalistes qui sont bien incrustées dans la société, comment il fera, comment il mettra en place l'autogestion, sachant que la société est un peu, fragmentée politiquement. Donc il faudra vraiment, tu l'as dit aussi, qu'il y ait une majorité de la population qui soit derrière ces idées-là pour que ça marche. Sinon, ceux qui sont contre pourront faire intervenir une partie de la population pour contrer les idées, pour contrer des lois. Parce que tu parlais des lois, mais pour passer ces lois-là, encore faut-il qu'il y ait du monde derrière. Et pas seulement des lois, et pas seulement un pouvoir politique favorable à ça. Voilà. Merci. Merci pour ta question. Donc Jaurès, oui, bien sûr, parlait de la socialisation des entreprises, des travailleurs associés, etc. Je l'évoque brièvement dans mon livre. T'as tout à fait raison. Après, moi, j'essaie plutôt de mettre en avant, comme je disais, certaines expériences, pour la plupart issues de pays étrangers, parce que je trouve qu'on a tendance à être un peu trop focalisé sur notre propre histoire, en réalité. Ce qui est bien, hein, mais en fait, il y a des choses... Là, tout au long du XXe siècle, il y a eu des tas d'expériences très intéressantes, finalement plus intéressantes qu'en France, je trouve. Puisqu'en France, on a eu la Commune de Paris, en 1871. La Commune de Paris, c'est un moment vraiment fondamental de réappropriation ouvrière, très clairement. Et ensuite, au XXe siècle, finalement, la République française, avec ses institutions, etc., je pense qu'elle a empêché ce genre de dynamique de revenir. Alors que les cas que j'évoque donc en Espagne, en Italie, en 1919, etc., au Chili, sous Allende, où il y a eu les cordons sanitaires, autogestionnaires, etc., d'une certaine manière, c'est là qu'elle est la suite de la Commune de Paris. C'est pas en France. Et ces militants-là, pour une partie, se revendiquaient directement de la Commune de Paris. Donc moi, j'essaie plutôt de tracer une histoire où finalement, Jaurès a une place, mais qui n'est pas forcément si fondamentale que ça dans mon livre. Hein. Encore une fois, dans mon livre et dans le prisme que je prends volontairement. Après, dans ce que tu évoques, oui, bien sûr, il y aurait énormément de blocages à des réformes telles que celles que je propose. Je ne l'ai pas détaillé là dans l'introduction, mais vous voyez que le projet, c'est cette socialisation progressive du capital.
pour aboutir à une autogestion générale. Mais vous avez plein d'entreprises où les salariés sont majoritaires, dans les coopératives, où il n'y a pas d'autogestion. On élit des dirigeants, on se partage le bénéfice, mais on n'est pas en autogestion. Je voulais juste le préciser, c'est que moi, voilà, mon projet, c'est vraiment tirer le fil jusqu'au bout et donc être en autogestion, c'est-à-dire que chacun peut vraiment décider et donc après on réfléchit de comment s'organise ce processus de décision. Mais en tout cas, il ne se limite pas à l'élection d'une direction ou au vote en AG tous les 3 ans par exemple. On peut réfléchir à des mandats tournants, on peut réfléchir à des mandats avec du tirage au sort, on peut questionner le rôle et l'existence même des chefs et des directions, comme le fait Nicolas dans son livre « Vous ne détestez pas le lundi ». Voilà, ça va jusque-là. Donc si on va jusque-là, c'est certain que les blocages seront encore pires, mais simplement commencer un peu à socialiser le capital, on aura déjà une armée face à nous, puisqu'on le voit, de toute manière, l'Europe n'accepte même pas de simples réformes très modérées. On a vu comment Syriza a été écrasé en Grèce en 2014. Moi, je ne crois pas que la France, vu son poids, finalement ne subirait pas la même chose. Je pense qu'on subirait la même chose. Une pression des marchés financiers très importante, puisque notre dette est privée, on s'endette auprès des marchés financiers, donc simplement ils augmenteraient les taux d'intérêt auxquels la France rembourse sa dette. Et donc là, si on n'a pas les moyens d'avoir une politique monétaire permettant de nationaliser en partie cette dette, on peut couler très très vite. Donc l'enjeu crucial, c'est déjà, et c'est un lourd sujet à gauche, que j'évoque dans le livre, mais qui n'est évidemment pas le cœur de mon sujet, mais qu'on ne peut pas éviter, c'est le sujet de la sortie de l'Union européenne. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse se prétendre révolutionnaire tout en croyant qu'on puisse le faire au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est le principal blocage. Il y en a plein d'autres que j'évoque dans le livre, mais juste pour finir et pas être trop long, tu évoquais une autre forme de blocage, entre guillemets, c'est la population elle-même, effectivement. Est-ce que la population, si tout le monde n'est pas convaincu, on ne peut pas aller jusque-là. Et bien ça, c'est évident, et l'idée, c'est de ne pas mettre en avant et en œuvre un programme qui aille contre la population. Ça ira contre une partie d'entre elles. Ça, par contre, c'est certain qu'il y aura des gagnants et des perdants à ce système. Comme dans le système capitaliste, les perdants, c'est l'immense majorité de la population et les gagnants, c'est une infime minorité. Bah là, ce sera le contraire. Voilà. Mais ça, c'est facile à dire comme ça autour d'un bouquin dans une soirée de discussion dans une librairie. Beaucoup plus compliqué d'aller convaincre la population, étant donné les reculs très importants idéologiques sur ces questions-là qu'on a pu avoir. On voit déjà quand même que le thème de sortie du capitalisme réapparaît régulièrement. Donc ça montre qu'il y a eu une période, au début des années 2000, où on n'osait même plus parler de capitalisme. Hein. Donc on n'est déjà pas complètement perdu, mais il faut continuer à échanger, à proposer des choses. Et je pense... En tout cas, il faut l'espérer, parce que de toute manière, sinon, autant tout arrêter. Hein, donc, il faut bien espérer des choses. Hein. Il peut y avoir des ruptures de conscience, en tout cas des évolutions de conscience importantes sur ce sujet du travail et de l'économie, comme on en a sur d'autres sujets. Hein. On voit que sur le sujet de la condition des femmes, par exemple, même si c'est trop lent, les évolutions sont évidemment trop lentes et il y a des retours en arrière, etc., on ne peut pas dire, à mon avis, que le niveau de conscientisation de la violence contre les femmes soit exactement le même aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple. Donc il y a bien des choses qui peuvent structurer nos sociétés, qui peuvent évoluer. J'espère que ça va être la même chose sur la violence contre les enfants. Aujourd'hui, on en est très très loin. Mais Betaram, c'est quand même un début de conscientisation. Il y a une vingtaine d'années, personne n'en aurait rien eu à taper. Aujourd'hui, bon, il y a eu au moins Betaram. Tout le reste des violences contre les enfants, on n'en parle quasiment pas, donc on est très très loin d'un aboutissement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça évolue. Et ça pourrait évoluer aussi sur le sujet de la souffrance au travail et des raisons de cette souffrance, et qu'on souffre parce que ce sont des actionnaires qui décident de tout pour se rémunérer sur nos conditions de vie et qui ont intérêt à ce que nos conditions de vie se dégradent le plus possible, parce que plus elles se dégradent, plus ils s'enrichissent. Et ça, je pense que
c'est une idée qui peut convaincre largement et que la population pourrait avancer là-dessus si on lui en parle. Parce qu'évidemment, si on lui en parle jamais, ça risque pas d'avancer. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de continuer à parler de ça, même dans les périodes comme en ce moment, où on est plutôt dans du reflux et un certain pessimisme. Il faut continuer à y aller. Merci. On avait une question d'ici pour madame. Il y aura vous aussi. Ouais. Il y avait monsieur et ensuite vous. Ensuite, ouais, on a 4 dernières questions et je propose, vas-y Franco quand il répond. Et voilà. Merci. Franco, tu veux dire bref? Oui. Non, genre fais des catchphrases, tu vois. Genre. Ouais. Donc je m'intéresse beaucoup au travail depuis ma prime jeunesse. Je suis une 68arde et il se trouve que j'ai eu l'occasion, pendant que je faisais des études de psycho à la Sorbonne, de me rendre compte que c'était pas du tout la psycho que je voulais. Et à la place, par des circonstances que je ne vais pas décrire parce que ça serait trop long, je me suis, comme on dit, établie en usine. Et j'ai travaillé pendant 4 ans dans différentes usines, en ayant des expériences mémorables. J'ai même été interviewée là-dessus. On a fait un livre dans lequel je suis citée, etc. Voilà. Et à ce propos-là, donc à partir de cette expérience, je me suis beaucoup intéressée par la suite à 2 sujets conjoints, à mon avis, et je te demande ton avis à ce sujet parce que tu n'as pas du tout fait allusion à cela. Le fait de se responsabiliser dans son travail. Donc j'ai complètement expérimenté ça parmi les grévistes. J'étais dans ma première usine, elle était occupée jour et nuit. Donc j'ai vraiment eu l'occasion de bien échanger avec tous les ouvriers. Donc la première vision d'un projet qui irait jusqu'au bout de ce que ça veut dire de transformer le travail en usine, eh bien, comment est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt l'appeler, et certaines personnes le font, hein, c'est qui le disent explicitement, hein, de considérer que quand on veut aller travailler, eh bien la motivation, c'est pas qu'on a besoin de gagner des sous, mais c'est qu'on veut mettre à disposition de l'ensemble de la société les particularités qu'on a, les spécialités, voilà, les spécialités que l'on a. Et que ça soit à partir, et qu'on nous donne un poste qui soit en relation avec la spécialité qu'on a, et que ça soit le même pour les autres. Et que toute la vie dans l'usine, elle change à partir du moment où on ferait des réunions régulières dans lesquelles on échange sur la manière dont se fait la collaboration entre ces différentes spécialisations, de sorte qu'on peut ensemble décider qu'est-ce que c'est qui est amélioré, est-ce qu'il faut augmenter la production ou la diminuer en fonction des besoins de la société, voilà, ou même la changer complètement parce qu'on voit que ça ne correspond plus aux besoins, etc., etc. Cette façon de fonctionner, elle existe dans les usines, elle a existé, et maintenant on n'en parle plus beaucoup, hein, des usines libérées. Hein. On leur donne d'autres noms, hein, quelquefois. Je ne sais pas si tu en parles dans ton livre de ça. Hein. Donc voilà, ça c'est ma première question. Que penses-tu du fait de considérer que la raison d'être du travail, c'est qui anime l'intériorité de chacun de nous quand il y va, quand il décide d'y aller et quand il choisit d'aller là ou d'aller là, ça peut être une entreprise, mais ça peut être une association, ça peut être quelque chose qui crée, ça peut être de toutes sortes. Hein. Que ce soit donc cette raison d'être, c'est je veux mettre à disposition gratuite de ma part, c'est une offrande de ma part, ce que je sais faire. Et pour que ça puisse se réaliser, la deuxième chose que je dis, et je terminerai là-dessus, hein, c'est l'initiative tout à coup j'oublie ce que je veux dire, enfin je sais le sujet mais je ne sais plus comment le dénommer, oui voilà, le salaire universel, voilà, le salaire universel dont on a beaucoup parlé il y a plusieurs années, et puis maintenant on n'en dit plus un mot, mais il y a certains pays qui
qui le pratique en Suède, ou je ne sais plus, je sais pas si tu as étudié le sujet. Hein. Donc ça permet que, que ce soit obligatoire qu'on ait chacun de quoi vivre, ce qui est quand même normal, hein, eh bien ça fait que le travail, c'est pas pour gagner des sous, c'est pour offrir ce dont on est capable à la société. Voilà. Merci pour ta question. Sur le premier point, effectivement, à partir du moment où ce que tu décris, c'est un peu l'aboutissement de ce que pourrait être ce processus. C'est-à-dire qu'une fois que l'entreprise est en autogestion, et bien là, et qu'on n'a plus cette nécessité de générer ce profit, hein, puisque cette ponction des actionnaires sur l'entreprise, cette pression à des objectifs, des impératifs de rentabilité de plus en plus importants, et ben ça désorganise le travail, ça oblige les gens à faire des travails qui ne correspondent pas toujours à leurs compétences, à leur parcours professionnel ou à ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils ont cette pression d'aller vers cet unique objectif qui est d'augmenter le taux de profit pour l'actionnaire. À partir du moment où on rompt avec ça, tout un horizon de possibles apparaît. Et donc, la capacité d'auto-organisation dans les entreprises peut réellement s'exprimer. Et donc, moi, l'objet de mon livre n'est pas de rentrer dans le détail de cette organisation-là. Il y a pas mal de livres qui sont sortis sur ces sujets, sur cette période-là que tu évoques, dont je parle quand même évidemment dans mon livre, puisque c'était une période où le sujet de l'autogestion était central et je souhaiterais qu'on y revienne. Mais sinon, plus récemment, je citerai le livre « Travailler sans patron » de Simon Cotin-Marx et Baptiste Milondo, qui est une enquête sociologique au sein des entreprises en coopérative ou carrément autogestionnaires, et qui se pose cette question de l'organisation. Donc moi, je parle dans le livre, mais ce n'est pas le cœur de mon sujet. Le sujet, c'est de nous libérer de cette obligation de générer du profit, et du coup, ça permet une auto-organisation, et donc de délibérer collectivement sur quel travail on veut le faire, comment on veut le faire, etc., ce que tu évoquais tout à l'heure. Après, sur ta deuxième question, je pense que tu parles du revenu universel, hein, parce qu'il y a deux grands projets assez différents. Il y a le salaire universel d'un côté, qui est le projet de Bernard Friot, et le revenu universel. Je pense que c'est ce que tu évoques, puisque c'est plus comparable à ce qui peut se pratiquer d'une certaine manière dans certains pays en Europe. Le revenu universel, l'idée, c'est qu'on verse un minimum, finalement, à chacun, quelle que soit sa situation, qu'elle soit en emploi ou hors emploi. Et du coup, l'idée, c'est que ça pourrait, d'une certaine manière, libérer de l'obligation d'accepter tel ou tel travail. Personnellement, j'y suis plutôt défavorable. J'ai écrit un article là-dessus il y a quelques années chez Frustration. Donc là, j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais si ça vous intéresse, je vous invite à le lire. Mais en deux phrases, j'y suis plutôt défavorable parce que le revenu universel n'est finalement jamais suffisant pour en vivre. Sinon, ce seraient des montants vraiment colossaux à débourser dans l'économie. Et du coup, finalement, ce que la personne touche en revenu universel, elle ne le touchera pas en salaire. Parce qu'en réalité, les directions d'entreprise, quand elles vont embaucher les gens, et on le voit, cet effet-là, quand elles embauchent les gens, il y a une négociation. Quand on a un rapport de force permettant une négociation, en général, on accepte le salaire qu'on nous propose parce qu'on n'a pas le choix. Si l'ensemble des employeurs du pays savent que derrière, il y a déjà une partie de rémunération versée par l'État, les salaires seront en réalité plus faibles. C'est-à-dire que finalement, on va faire payer par l'État ce que devraient payer les entreprises. Donc moi, je pense qu'il faut se battre pour des minimums salariaux plus élevés dans les entreprises, versés par les entreprises, plutôt que d'un revenu universel qui viendrait les compléter. Merci beaucoup, monsieur. Donc moi j'ai été au parti de gauche en même temps que Guillaume. J'ai participé à l'élaboration de cette proposition. De mémoire, ça a été voté en congrès du parti de gauche, cette proposition. Et ma question, c'est il faut aussi aborder, puisqu'on l'a bien connu, non seulement les résistances patronales, mais aussi les résistances politiques. Cette proposition a été votée au parti de gauche.
Autre exemple, moi je suis au PC maintenant, hein. Dans le congrès du PC, il y a une proposition d'avoir comme résumé du projet général un socialisme autogestionnaire à la française. Hein. Donc ça reprend le mot autogestion. C'était aussi dans les années 70, il y avait aussi ça. Mais quand on regarde le contenu, c'est les thèses à Bocara. Hein. Moi, c'est rien d'autogestionnaire. Hein. On avait fait dans le parti de gauche, on avait fait un colloque, hein, pour présenter cette proposition. On avait voté à l'unanimité dans la commission économie du parti de gauche. Et il y en a un qui est arrivé à la fin, hein, que tout le monde connaît très bien, qui a dit mais ça va pas, non, vous confondez la révolution prolétarienne avec la révolution citoyenne. Hein. Et il a expliqué, et je pense qu'il faut prendre ça en compte parce qu'il y a une part de réalité, que avant on pensait que les salariés étaient porteurs, les travailleurs étaient porteurs de l'intérêt général. Alors Mélenchon c'est un républicain, hein. Donc la thèse à Mélenchon, pour qu'il y ait la révolution citoyenne, lui il dit c'est aux citoyens de décider de la politique économique et pas aux travailleurs. Hein. Et je pense que la limite et ça, c'est quand même une part de vérité. Je pense que personne ne souhaiterait que les salariés d'EDF décident de la politique nucléaire de la France. On veut aussi donner un petit peu notre mot, nous, enfin nucléaire ou... Donc il y a une part d'intérêt général qui a vocation à être portée par l'État. Hein. Une part d'intérêt des salariés et au-delà de... Moi, je suis chez Renault. Si on avait eu le pouvoir chez Renault, ça fait longtemps qu'il y aurait des petites voitures populaires. On a fait des projets. La dire si non, c'est pas assez rentable, ce qui n'est pas vrai, hein, en plus. Hein. Donc ça change vraiment beaucoup de choses, le pouvoir des salariés. Par contre, autogestion générale, c'est peut-être un peu provocateur au sens où ça donne tout de suite le bâton pour se faire battre, hein, parce que personne ne propose... que le politique ne serve plus à rien dans la politique économique. Donc il y a un équilibre à trouver. Et c'est un peu ça quand même qu'on avait à l'époque. Tu as peut-être des bonnes raisons d'avoir dit ça pour pousser le trait, mais ça pose quand même une question, à mon avis. D'ailleurs, juste je terminerai rapidement, dans les Jaurès, effectivement, à l'initiative le mouvement ouvrier était autogestionnaire, s'il n'y avait pas le mot. Mais Jaurès disait aussi, je ne suis pas pour la verrerie aux verriers. Hein. L'idée, c'était que ce soit les fédérations syndicales, pas que les syndicats locaux, que ce soit la sécurité sociale qui possède une partie des entreprises. Donc il y avait une idée de ne pas faire un truc corpo en local, justement pour prendre en compte l'intérêt général. Alors peut-être dans ton livre, je ne sais pas, mais on est un peu obligé de prendre ça en compte. Non, je veux juste dire que j'ai déjà repéré il y aura 2 questions de plus et je vais pas pouvoir en prendre beaucoup plus. On verra une fois que les questions seront posées. Non, tu annules ta question. Ah oui, tu étais là toi aussi au fameux congrès, non ? Bref, non, je plaisante. Eh bien, bah oui, éventuellement, il y avait Madame aussi. Et puis ensuite, oui, on peut faire, si vous voulez... deux prochaines questions et puis tu réponds aux 2. Ouais, comme ça, histoire qu'on soit bon, sachant que Guillaume sera là pour parler informellement, mais on retient bien cette question-là parce que moi je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux les gossips. Du coup, je pose ma question. Ouais, du coup, ma question, elle porte... tu as parlé de l'Espagne des années 30, c'est un sujet qui m'intéresse énormément aussi. Et un des trucs qui me déprime un peu quand je me renseigne sur l'Espagne des années 30, c'est que... avant la Révolution, ou même avant les grèves des Asturies, il y a des ouvriers, des travailleurs qui sont déjà inscrits dans une pratique autogestionnaire hyper importante avec l'importance de la CNT, etc. Et qu'on n'a pas du tout, on n'a aucune équivalence à ça aujourd'hui. Et ma question, c'est... si je partage la quasi-totalité des trucs que tu as dit, mais il faut qu'on ait aussi une pratique autogestionnaire de la part des travailleurs qui s'installe et qui se renforce. Et donc, d'où tu la vois venir, cette pratique autogestionnaire aujourd'hui ? Parce que personnellement, je la vois pas venir de la bureaucratie de la CGT, par exemple. Et donc, est-ce que toi, t'en parles dans le livre ? Et si oui, je le lirai et je verrai. Mais est-ce que tu as des trucs à dire là-dessus ? D'où ça peut venir, ça ? Voilà. Peut-être c'est déjà pas mal comme question. Oui, tu peux c'est vrai, c'est dense. Alors, sur la question de Pierre, je suis très heureux déjà que Pierre soit venu, puisqu'effectivement, on a travaillé tous ces sujets-là à l'époque à la commission économique du PG, et que c'est Pierre qui a amené ce sujet dans nos travaux, parce qu'il l'avait mis en avant à la CGT Renault. Et donc, on a travaillé ça. Puis après, ça m'a poussé à lire beaucoup de choses sur tout ce qui avait déjà été fait
dans le même ordre d'idées dans d'autres pays. J'ai cité le plan Meitner-Edborg tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres au Danemark, en Allemagne, avant qu'il y ait la codécision qu'on connaît aujourd'hui, au Pérou, etc. En fait, c'est un mouvement très important dans pas mal de pays. Et finalement, je me serais peut-être jamais lancé là-dedans si j'avais pas croisé la route de Pierre. Après, moi, j'ai arrêté la politique. J'ai préféré me consacrer à mon métier de conseil aux syndicats dans les entreprises et à Frustration Magazine. J'ai fait le constat que je ne pourrais pas en politique faire avancer les idées qui me paraissaient utiles, dont celle-là. Donc là, je parle d'un autre point que celui de la politique. C'est pour ça que je ne me parle pas de la même manière que quand j'étais dirigeant du parti de gauche. Parce que je n'ai pas besoin de convaincre d'autres dirigeants du parti de gauche. J'espère, comme je disais tout à l'heure, convaincre LFI, mais comme je disais, on part d'assez loin. Et moi, je pense de plus en plus, c'est pour ça que je travaille depuis pas mal d'années à Frustration Magazine, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat et avoir des formules très fortes. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle d'autogestion générale, même si c'est en fait l'aboutissement de tout ce qu'on pourrait faire et que j'imagine pas qu'il y aura du jour au lendemain ça dans un programme politique. Je préfère mettre ça directement sur la table. Voilà. Je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de radicalité. Alors c'est pas de la radicalité histoire d'être le plus radical possible, mais on a besoin d'un imaginaire radical. Parce qu'il n'y a qu'un imaginaire radical qui peut remplacer l'imaginaire existant. Je rejoins là-dessus ce qu'écrit Castoriadis, par exemple. C'est-à-dire qu'on a cet imaginaire de la société qu'on a au quotidien, au travail, chez nous, avec nos amis, dans nos familles, qui guide intégralement nos vies. On est prisonnier de cet imaginaire, sans toujours s'en rendre compte. Parfois on se rend compte, parfois on y pense, parfois pas, etc. Face à cet imaginaire-là, il faut en proposer un autre, qui soit totalement différent. Et c'est en proposant ça, je pense, qu'on peut plus convaincre aujourd'hui que par des mesurettes potentiellement plus crédibles que ce que j'évoque ici aujourd'hui, par quelques réformes fiscales de ci, de là, par exemple, par une taxation des super profits, etc. Voilà, je pense qu'il faut vraiment aller beaucoup plus loin, c'est pour ça que je m'exprime comme ça. Après, au sein des partis, il y a plein d'autres choses qui se jouent. Et effectivement, il y a un sujet central au sein du parti de gauche de l'époque, c'est encore plus le cas aujourd'hui de LFI, comme je le disais un peu en introduction, c'est que la question du travail leur est, à mon avis, trop étrangère intellectuellement, et donc cette centralité que j'évoque et qui détermine tout le reste, ils ne la voient pas. Ils peuvent, ça peut les intéresser intellectuellement, ils ne sont pas contre, ça les intéresse de discuter. J'ai beaucoup discuté de ces questions-là à l'époque avec François Delapierre notamment, mais aussi avec Mélenchon. Il n'y a pas une opposition quand on leur en parle. Mais ça n'est pas ce qui leur vient le premier à l'esprit, et ça n'est pas central dans leur analyse. Ce qui est central dans leur analyse, c'est cette logique républicaine dont tu parles, c'est-à-dire c'est en changeant les institutions qu'on changera les comportements. Eh bien moi je crois, comme Marx, précisément le contraire. C'est-à-dire que c'est par la modification des comportements eux-mêmes que la population générera d'autres institutions politiques, symboliques, médiatiques, etc. Et donc c'est par là qu'il faut prendre les choses. Donc ça c'est un différend intellectuel profond avec le parti de gauche et la France Insoumise. Ça n'empêche pas de discuter, de bien s'entendre, de considérer que la France Insoumise est un point d'appui très important, que ce ne serait pas neutre que LFI arrive au deuxième tour des élections présidentielles, voire les remporte. Mais l'objectif d'arriver au deuxième tour me paraît plus atteignable personnellement, mais ce ne serait pas neutre. Voilà. Je ne crois pas que ce serait rien pour le mouvement social. C'est pas la même chose. En 2022, si ça avait été Jean-Luc Mélenchon au second tour et non pas Marine Le Pen, c'était pas la même chose. Je suis désolé. Donc voilà, faut continuer à échanger et puis après on le fait dans les organisations comme tu le fais encore ou en dehors. Moi, je préfère le faire en dehors. Après, sur ce que tu évoquais. Sur les syndicats espagnols, effectivement, c'est une très belle histoire et assez différente, effectivement, de l'histoire française. Mais il y a eu une période autogestionnaire des syndicats français
dans les années 60, où la CFDT, alors parfois quand je dis ça à des plus jeunes, ils hallucinent de savoir que la CFDT, vu ce qu'elle est devenue depuis 30 ans, ait pu être autogestionnaire. Mais non seulement la CFDT défendait l'autogestion, mais elle la défendait dans un objectif de renversement du capitalisme. C'était vraiment l'autogestion pour s'affronter au capitalisme, pour la généraliser. Et les textes de la CFDT de cette époque, j'en cite certains, des textes de congrès dans mon livre, sont vraiment passionnants. Et politiquement, c'était le PSU, qui était un parti autogestionnaire, qui défendait l'autogestion de manière très intelligente, très pertinente, et qui, par exemple, a refusé de signer le programme commun de la fin des années 70, justement parce qu'il ne voulait pas que l'autogestion soit juste une ligne dans un programme parmi d'autres. Il voulait que l'autogestion soit structurante dans le programme, et évidemment, ça n'était pas le cas. Et même aujourd'hui, dans les programmes politiques, la question du travail ou des réformes économiques ambitieuses, c'est une ligne parmi d'autres, c'est une addition de mesures, mais il n'y a pas cette globalité, cette orientation générale. Donc ça existait politiquement, ça existait syndicalement, donc ça peut, moi je pense que ça peut, du point de vue des idées et des revendications, ça peut revenir. Après, je suis d'accord avec toi, c'est par l'auto-organisation concrète des syndicalistes qu'ils pourront défendre un projet autogestionnaire. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Il faut connaître et essayer d'organiser soi-même une modalité d'organisation pour avoir envie de la généraliser. Et c'est pas d'en haut que ça tombera, il ne faut pas attendre des directions nationales syndicales qui arrivent à peine à s'opposer sérieusement aux réformes des retraites, à aller défendre l'autogestion. Je suis bien d'accord avec toi. Mais les équipes syndicales dans les entreprises, par leur organisation propre, peuvent être amenées à défendre ce genre d'idées. Alors malheureusement, c'est peu répandu, on va pas se dire le contraire. Il y a des mécanismes de domination dans le monde syndical, dans les CSE, dans les sections syndicales, dans les syndicats d'entreprise, qui reproduisent la domination capitaliste. Comme dans les associations, il y a une domination qui reproduit la domination capitaliste. Dans la fonction publique, il y a une domination qui reproduit la domination capitaliste. Cette pente-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui a du pouvoir va souvent essayer d'exacerber ce pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. Cette pente-là, elle existe et elle est assez généralisée, on ne va pas le nier, mais je ne pense pas qu'il y ait de nature humaine. Les gens ne sont condamnés à rien. Chacun peut évoluer. Les structures politiques et syndicales peuvent aussi évoluer. Donc, on part de loin aujourd'hui, mais encore une fois, déjà, mettons ces sujets-là sur la table et puis on verra comment ça avance. Merci beaucoup Guillaume, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, c'était chouette. Et je voulais vous dire une chose, donc remercie encore une fois le maire de Beaucœur pour son accueil, David pour la capta, évidemment les éditions Les Liens qui libèrent et Frustration Magazine. Je voulais vous rappeler que les travaux de Guillaume et les nôtres dans la collection s'inscrivent dans le travail de Frustration Magazine, qui est un média financé intégralement par ses lectrices et lecteurs. En ce moment, on fait une campagne de dons, donc ça peut être des dons ponctuels ou la somme que vous voulez par mois. Voilà, je vous remercie beaucoup pour les autres questions qu'on n'a pas eu le temps de poser. Bien sûr, Guillaume est là, nous aussi. N'hésitez pas à rester un petit peu, il y a des trucs à grignoter au fond. Et merci beaucoup Guillaume, c'était très galvanisant. Merci.